Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la grande bibliothèque. Et pour la deuxième vidéo de la semaine, eh bien, je vais vous parler d'un jeu que, on va dire, beaucoup ont décrié, que quasiment plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui pourtant, moi, a fait la magie de mes jeunes années de rôliste, en tant que joueur surtout. Je veux parler d'Elekaze. Elekaze ou comment un jeu, au départ, sur le papier, complètement nul, diraient certains, très moyen, diraient ceux qui sont un peu plus, on va dire, indulgents, peut être finalement une merveille. Car oui, ce jeu, moi je pense que, et je le dis sans aucune honte, j'y ai vécu probablement mes meilleures séances, mes meilleurs moments, on va dire, en tant que joueur. Et en tant que MJ même, plus tard, je pense avoir pu en tirer, on va dire, la substantifique moelle, en avoir vraiment tiré le meilleur. Pourtant, on part, on va dire, sur quelque chose d'assez, comment pourrait-on dire, avec un sérieux handicap, dans la mesure où donc on a affaire vraiment à un jeu publié par des passionnés, ça se sent, mais on va dire avec un côté très amateur, donc dans les années 90. Donc on a commencé, si mes souvenirs sont bons, à y jouer, ça doit être en 92-93, donc ça nous rajeunit pas. Hein. Et pourtant, ce jeu, il nous a liés en tant que joueurs. Moi, il m'a permis en tout cas de découvrir un MJ merveilleux, qui est devenu, on va dire, depuis un ami que je n'ai pas la chance de voir très souvent, parce qu'on est séparés, on va dire, géographiquement, mais qui nous a fait vivre des moments vraiment formidables à la table de jeu, en étant, on va dire, un MJ extrêmement sans pitié, je pense. Hein. Je crois que le terme est là. On a vraiment joué, en tout cas, des aventures qui, lui, en plus, voilà, improvisait de manière très satisfaisante. Voilà. Alors que pourtant, comme je vous dis, sur le papier, voilà, le jeu est loin d'être bon, très loin d'être bon. Mais je pense que malgré tout, c'est la preuve que, voilà, quel que soit, on va dire, la qualité intrinsèque du jeu à la base, si on va dire il y a une certaine sincérité, s'il y a un MJ derrière. Alors certes, on va avoir l'impression qu'on ne joue pas au jeu tel qu'il est proposé, parce que le MJ il va l'adapter. Moi je pense quand même que le meilleur du monde, il l'a joué, on va dire, de la manière la plus proche quand même de ce qui était prévu à la base. Mais le jeu était justement suffisamment, on va dire, polymorphe, suffisamment à la fois décrit, mais pas trop, pour qu'on puisse justement y faire des choses intéressantes. Que, voilà, on en arrive avec un système un peu très old school, un peu bancal, un univers certes avec ses originalités, mais on va dire pas foudroyante. En tout cas, on voyait très très amplement, on va dire, de quelles étaient les influences, en tout cas, qui étaient de bonnes influences, hein, d'ailleurs, je vais y revenir, au niveau de l'univers. On peut faire malgré tout quelque chose d'intéressant, je le pense, et je le pense même encore aujourd'hui. Alors, la gamme se compose tout d'abord d'un livre de base que voici, avec une couverture, voilà, bien criarde. Ouh là là, le livre en lui-même fait donc, alors attention, parce qu'en plus il a une pagination qui est un peu particulière. Il a une double pagination en fait, à l'intérieur du bouquin, ce qui fait qu'on a la partie univers en fait qui est renumérotée à partir de zéro, ce qui est quand même assez étrange. Vous le noterez dans le livre. Donc en fait, on a techniquement euh, le livre univers qui est intégré en fait au livre de base. On a donc 84 pages pour le système de jeu, enfin 86 avec les feuilles de personnages. Et en plus, donc, selon la deuxième pagination, à peu près encore 80 pages, plus un scénario à la fin. Mais vraiment un scénario, voilà, un petit scénario d'introduction qui commence d'ailleurs en plus la fameuse campagne, puisqu'il y a également une campagne qui nous est proposée. Donc on a un livre à peu près de un peu moins de 200 pages. Le papier est pas de mauvaise qualité. Moi je trouve que voilà, les illustrations, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Donc voilà, à l'époque, voilà, c'était le pote qui faisait les illustrations. Donc on commence par voilà, une petite introduction. On nous explique ce qu'est les casés. Voilà, l'an 0, les Armageddon. Parce que donc le
l'univers est un univers quelque peu, on va dire, central au niveau des, euh, des autres plans d'existence qui sont, on va dire, tous régis par, de près ou de loin, une influence élémentaire ou une influence également conceptuelle. Et donc, le monde propose en fait une lutte extrêmement courue entre la loi, le chaos et la balance également. Donc, voilà. Et le plan en fait d'Elekazé, lui, est au centre de tout ça et un peu, on va dire, l'enjeu pour toutes ces forces de venir se taper dessus pour essayer de savoir qui on va dire, prendra le pas justement à l'avenir. Donc on a vraiment une influence de Moorcock manifeste avec, on va dire, un système qui lui est plus proche, je dirais, voilà, c'est assez dur à dire. On est, on va dire, plutôt ouais, dans le basic role-playing très lointain, hein, très très lointain, et sur un système de combat qui ressemble un peu, on va dire, à ce qu'est aujourd'hui le, le système. Alors, ça peut ressembler à quoi? C'est vrai que c'est. Enfin bon, c'est D20 plus bonus d'une certaine manière. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est presque comme du 3, comme du DD3 ou du 3.5. On n'est pas sur les mêmes échelles en fait de puissance. Avec quand même, on va dire, un système de localisation, etc. Et surtout une pléthore de caractéristiques. Je vais vous montrer mes personnages. Donc voilà, sur les feuilles classiques. Donc là, c'est mon troisième personnage, parce que j'en ai quatre en fait que j'ai joué, on va dire, voilà. Et donc, on a la feuille de localisation qui est ici avec donc tous les détails, hein. Une deuxième feuille où donc on a toutes les caractéristiques exprimées en pourcentage. C'est extrêmement détaillé, dont voilà, et les compétences de base aussi, qui découlent en fait de chaque caractéristique, dont de l'intelligence, le kin, qui est on va dire l'influence, enfin comment dire, la valeur de, on va dire, de votre essence, de votre essence magique, de votre don magique. On a également donc des pouvoirs psy. On n'a jamais trop utilisé, hein, dans le, voilà. Et c'est évidemment un monde, enfin un système avec des niveaux bien old school. Donc là en plus là c'était mon perso que je jouais pour la campagne, donc avec un autre modèle de feuille de personnage. Ça c'était l'illustration qui avait été faite d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai faite, celle-là c'est mon cousin qui avait un sacré coup de crayon. Voilà, donc là un de mes personnages aussi que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé à jouer, un demi-orc guerrier Athanor. C'est du bourrin quand même, hein. Et donc mon personnage préféré, voilà, avec, vous voyez, en bas, s'il y a des taches comme ça, c'est parce que j'ai mon propre sang dessus. Oui, j'ai essayé du dé sur ma feuille de perso. Et donc ces personnages-là, ils ont quelque part comme, voilà, une trentaine d'années, quoi. Voilà, 30 ans quand même. C'est pas rien. De 30 ans de... Enfin non, ça fait un peu moins de 30 ans. On va dire allez, 25, un peu plus de 25 ans quand même, et presque 30 ans. Malgré tout, on n'en est pas loin. Donc, après qu'on nous ait décrit ce qu'il fallait pour jouer, on a la création de personnages. Donc il faut choisir sa race. Donc on peut jouer dans le système de base, parce qu'il y en a dans les suppléments, des races supplémentaires. Donc humain, nain, elfe, assez classique. Donc, elfe, parce qu'il y a plusieurs types d'elfes après. L'Uruk, qui ressemble à rien, hein, c'est un truc vraiment moche. L'Onis, qui lui, bon, c'est une race qui adore, on va dire, qui adore la fumette. Le gnome, le Soranien, qui est donc un gros barbare, c'est comme le cimérien, quoi, mais bon, ils n'avaient pas les droits peut-être. Le Morle, qui est pareil, une forme de créature assez étrange, humanoïde, qui concrètement, voilà, fait une sorte d'auto-fécondation et qui peut donner vie à une nouvelle un nouvel être de son espèce spontanément, mais qui meurt, je crois, dans le processus. L'Orpi, qui lui, voilà, rien à voir avec l'agence immobilière, qui lui, on va dire, est plus expert en magie, demi-elfe, demi-orc. Le Bilou, qui est une petite créature, c'est un peu une sorte de hobbit, monteur de loups ou de grosses bêtes, de lynx. Le Quack, qui est un être qui naît au niveau des champs magiques. Parce que ça a foutu la merde, ça, dans le groupe. Bon, c'est des souvenirs comme ça qui reviennent au fil des... Voilà. Et donc après on y va des classes, donc guerrier, ranger,
cavalier, barbare, bandit, assassin, acrobate, magicien, nécromancien, clerc, druide, alchimiste, navigateur, guerrier de la nuit, colporteur, chevalière du crâne. Donc moi j'ai joué une chevalière du crâne, donc c'était bien badass hein, quand même. Gardien des enfers, le fameux GDE. Ben, si tu me regardes, une spéciale dédicace pour toi, pour nous avoir pourri une partie avec ton GDE. Voilà, donc c'est en clair un esprit infernal d'une certaine manière, chaotique en tout cas, qui se réincarne sur Terre pour foutre la merde et être un agent du chaos. Et le Templier qui lui aussi est un fouteur de merde à son niveau. Après on choisit un ancien métier que l'on faisait, on remplit les différentes caracs, donc on va avoir pas mal de jets de dés à faire et de calculs à faire qui sont plutôt voilà, pour ceux qui aiment faire des moyennes, c'est que des moyennes en fait. Hein. Mais bon, pour ceux qui n'aiment pas les maths, voilà, passez votre chemin. Donc voilà, vous voyez, il y a les équations qui sont marquées. C'est bêtement des moyennes. Hein. Mais bon, ça peut faire peur à certaines personnes. Donc pour calculer ces pourcentages d'escalade des parois, premiers soins, réception, etc. On a plusieurs systèmes de jauge. Donc on a les points de vitalité, les points de vie, les points astro pour la magie, les points de fatigue. Vous ne les utilisez pas énormément. Les points de santé mentale, puisqu'il y a un système de santé mentale. Les langues, etc., etc. Et puis après, on calcule également notre CA et CD, donc les chiffres d'attaque et chiffres de défense. C'est le chiffre de base auquel on va ajouter la valeur de l'arme. Et donc après, on jette un D20. Et le but, c'est évidemment de faire plus avec ce D20 plus les bonus du chiffre d'attaque et de l'arme que la défense de l'adversaire. Le système il est pas compliqué en fin de compte. Hein. C'est juste qu'il est présenté de manière pas du tout sexy et pas du tout, on va dire, voilà, player friendly, je dirais, ou du moins ceux qui n'aiment pas les maths, ils vont voir comment dire l'exemple de création de personnages avec les calculs, les équations, les arrondis et compagnie, ils vont pleurer quoi. Ça, je comprends bien. Et donc voilà. Et là, vous avez après la feuille avec donc toutes les résumés des caracs qui vous sont présentés sous la forme en fait d'un écart. Donc il faut réfléchir à savoir mais comment fait-on pour c'est en fait tu prends on va dire la base et tu rajoutes on va dire le dé qui correspond à l'écart quoi. C'est pas compliqué quelque part mais bon voilà donc si tu as un écart de 20 tu rajoutes un D20 ou 2 D10 si tu as un écart de 30 c'est un D20 plus un D10 etc etc. Et c'est comme ça pour tout. Après, on choisit les compétences, elles sont en fonction de la classe. Elles sont par ordre alphabétique, donc ça nous donne des compétences spéciales avec un pourcentage qui nous permet de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. La description des pouvoirs psy, les armes, bon, voilà, c'est honnête hein, au niveau des illustrations. Je vous ai dit, c'est pas extraordinaire, hein, la mise en page est très old school. Hein. C'est fait avec les moyens du bord, avec, on va dire, la force certes créatrice et sincère d'amateurs qui ont voulu on va dire s'essayer un peu à faire du jeu de rôle de manière pro mais qui n'avaient pas les épaules assez carrées quoi mais bon je trouve que voilà ils s'en sont quand même honnêtement sortis. Voilà, le système de combat, l'initiative, donc c'est un D20 plus bonus hein, qui est donné par la caractéristique réflexe si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas maîtrisé. Hein. Ça fait quand même quelques années. La magie, donc le système de magie, alors là c'est oh là là là, c'est un peu on va dire une usine à gaz. L'idée en fait est pas mauvaise, sauf qu'en termes de jeu, c'est quand même pas évident à pratiquer. Donc on a en fait techniquement une empreinte, donc on a un pourcentage de kin qui nous donne en fait quel est on va dire la valeur, la puissance de notre don magique. Et après on va répartir, on va dire tout cela dans des caractères secondaires qui vont donner notre influence élémentaire en fonction des domaines. Et donc les domaines en question, que je revois ça sur la feuille de personnage, parce que j'ai quelqu'un avec non, j'ai pas joué de feuille de joueur qui faisait de la magie. Donc il faut que je me réfère à la feuille de personnage magique que je n'avais pas pour mes personnages, puisque j'en ai joué aucun qui faisait de la magie, ça m'intéressait pas des masses. Donc magie. Voilà. Donc magie élémentaire, magie des composantes, magie des symboles, magie pure. Après se restituant, enfin se redistribuant entre désolé. Magie du feu, de l'eau, de la terre, de l'air. Magie des couleurs, de la lumière, de l'ombre et de l'esprit. Et donc la magie pure. Voilà. Donc tout ça, ça se subdivise pour savoir quelles sont les tendances en fait de votre magie. Vous serez
selon le schéma ici, quand vous allez entrer dans les royaumes spirituels, dans l'espace astral d'une certaine, les royaumes astraux, vous allez être, on va dire, vous allez avoir tendance, parce que oui, pour apprendre des sorts, en fait, on peut l'apprendre à la bonne vieille méthode avec des grimoires, sauf que les grimoires, c'est très rare et c'est extrêmement long d'apprendre des sorts. Donc le mieux, c'est carrément d'aller chercher le sort dans le royaume magique qui correspond. L'idée est pas idiote en soi. Sauf qu'il faut trouver des tours de magie. Il y en a des fixes, et il y en a des qui changent de, comment dire, de place en fonction d'un certain rythme, d'un certain cycle. Et ça a été fait parce que justement, des tours de magie ont été détruites durant les précédents Armageddon. Donc là, on en doit en être au troisième, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il est imminent, donc en plus, on sait que ça va se foutre joyeusement sur la tronche. Voilà. Et donc il est casé au milieu, et donc vous avez les différents plans qui correspondent évidemment à chacun des éléments que je vous ai cités. Et en fonction de, on va dire, de la plus grosse influence magique, le royaume va nous attirer dans l'espace astral. Donc il va falloir lutter si on veut aller apprendre un sort d'un autre royaume que le nôtre, pour aller apprendre ce sort. Le système, il est décrit, il est un peu lourdingue. Il faut claquer des points de magie, faire des jets de dés et tout. C'est un système dans le système. On est un peu, on va dire, dans le même esprit que aller chercher son sort dans les terres médianes à Rêve de Dragon, mais en plus lourdingue et en moins ludique en fait. Voilà, c'est très très procédurier et voilà. Et donc on a la description de tous les sorts qu'on peut apprendre, le pourcentage de kin que ça va nous retirer, parce qu'évidemment plus on va apprendre de sorts, plus notre potentiel magique, on va dire où on va pouvoir intégrer des sorts va baisser jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien, et donc dans ce cas-là, on n'est plus en mesure de pouvoir apprendre de sorts parce qu'on est au taquet, quoi. Voilà, comme un petit peu, on va dire, dans le disque monde. Euh, donc voilà, classé évidemment par élément, donc magie de la lumière, de l'ombre, etc. C'est très classique hein, au niveau de la description des sorts. En plus, voilà, c'est pas des tartines et des tartines comme on peut en avoir dans. Mais bon, voilà. On a des petits sous-systèmes sympathiques, donc voilà, un système de cartomancie qui existe. On nous décrit après les religions. Ça, c'est un aspect sur lequel on n'avait pas trop, on va dire, mis l'accent sur les religions. Et on a des annexes qui nous décrivent donc des nouvelles classes et des nouveaux, donc que sont le guerrier de la nuit, le chevalier du crâne, le templier. On nous donne des précisions et d'autres races qui nous sont, mais qui nous seront décrites un peu plus tard en fait dans le premier supplément. Et après, donc on a la feuille de personnage, comme je vous disais, en 5-6 volets, et la description du monde. Alors le monde en lui-même, donc on commence en 387, après le dernier Armageddon. Donc voilà, l'an 0 c'est vraiment la fin des guerres magiques, le monde se reconstitue, etc. Avec un conseil de mages, blablabla. Blablabla. Donc ça c'est la carte du monde, version papier dans le livre, sachant qu'il y a une carte du monde évidemment qui existe en couleur, qui avait été faite, qui était vraiment vendue indépendamment, hein. C'était un supplément à part entière. C'est voilà, c'est du boulot plutôt honnête, hein, je pense, pour ce que c'était. Voilà, moi j'avoue, en effet, comme c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué et que j'ai beaucoup aimé, je suis très indulgent avec ce jeu, mais je vous ai prévenu. Et voilà, au moins vous pourrez vous faire votre idée par vous-même. Donc, les territoires est d'Elekazé seulement sont décrits dans ce supplément. Voilà, c'est le tiers est seulement. Et le reste va être décrit dans les suppléments, donc c'est-à-dire le centre et l'ouest. Plus après, dans d'autres suppléments, les plans, les autres plans. Voilà. Donc là, on va nous décrire l'empire de Galine, qui sont en fait c'est des cathos un peu intégristes, on va dire, voilà, avec les plans des villes qui sont pas du plus bel effet, hein, mais bon, c'est fonctionnel, on va dire. Ça, à défaut d'être beau, au moins, ça permet de savoir, voilà, comment se tient la ville, comment c'est, voilà. Le royaume des Arquebois, Vermont, le royaume d'Azat, de Gdorn, le royaume de Orc de Rourke. Voilà, on a vraiment toutes les forces du tiers et les casés. Donc on a aussi donc Gdorn, c'est des Nordiques, hein, pour ainsi dire. Azat, c'est un tyran complètement, voilà, on l'appelle le boucher. Voilà, les Alleux d'Orphédon, les jeunes Alleux, donc qui sont des territoires un peu plus
un peu plus libre, si je puis dire. La fameuse province catholique. L'île aux tortues, aussi, qui est pareil, qui fait l'objet d'un découpage entre plein de forces qui se foutent joyeusement sur la tronche pour savoir qui va gérer la chose. Et après, des annexes avec donc la guilde des marchands, plus plein de petits détails encore sur d'autres villes libres, donc en particulier la cité d'Anorien qui peut être justement une ville franche plutôt intéressante pour commencer. Voilà, les règles, comment dire, pour le MJ. Quelques petits conseils, mais bon, rien de transcendant. La description, comment dire, de règles supplémentaires, donc avec les plantes par exemple, les poisons, les points de vitalité, les compétences, enfin on nous rajoute plein de petites choses. Voilà, là, les poisons, les pouvoirs psy, comment ça fonctionne, le coût, comment dire, des choses, par exemple des esclaves et de tout l'équipement standard. Quelques règles, on va dire, pour gérer donc l'éclairage, la noyade, les chutes. Vraiment, tout est assez classique. Comment dire, la fameuse procédure justement de voyage astral pour la magie qui est décrite dans le chapitre du MJ. Le combat, on va dire, le combat spirituel, le combat psy, parce que en fait, ça se joue un peu comme un jeu d'échecs. Autant c'est pas une mauvaise idée, autant en termes de jeu, c'est quand même chiant, quoi. On a l'impression, on va dire, de faire les séquences de hacking à Shadowrun, pour vous dire un peu dans le niveau dans lequel on était. La description donc des plans, voilà les différents plans, donc le plan de l'eau, Shaol, le plan du feu, Fendil, etc. De la terre, Gadar, plan de l'air, Juyo, etc. Donc là, on a la description de tout cet univers-là pour vraiment avoir une vision plus claire de la chose. Les anges et les démons aussi, puisqu'on on a les différentes forces qui s'y rapportent, les fameuses entités, le spiritisme, la cartomancie, donc on vous donne des méthodes de divination, de cartomancie, les fameuses tours centaurielles, voilà, qui sont également décrites. À savoir que donc, il n'y en a que 5. Oui, et ça permet en fait, de se, comment ça s'appelle, se convertir en fait à la religion de la balance, puisqu'évidemment il y a le chaos, l'ordre, la balance et le pendule. Donc voilà, et on nous explique la procédure pour rejoindre cette religion et devenir un agent de la balance justement. Les démons, vous voyez, c'est un univers extrêmement classique, hein. L'expérience et les données, on va dire, plus pour le MJ au niveau du monde. Voilà, qui sont un peu, on va dire, je dis pas les secrets du jeu, mais on va dire des choses qui sont pour l'instant à découvrir, qui sont laissées donc au MJ. Et on termine par un bestiaire. Donc tout ça avec, voilà, il y a quelques illustrations, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et à chaque fois, elles sont assez moyennes. Plus une annexe avec donc quelques petites choses en plus. Ils ont vraiment rajouté, comme s'ils avaient rajouté des trucs, ils ne savaient pas où le mettre. Et un scénario d'introduction qui permet de mettre en place la campagne. Donc on a quand même un livre complet. On a réussi à jouer avec, donc ça veut dire que c'est possible. Mais bon, à l'époque, on jouait avec tout, parce qu'on était des crevards, hein, d'une certaine manière. Voilà, le MJ, lui, il l'avait vraiment acheté par hasard en allant dans une boutique de jeux de rôle à Reims à l'époque. Le vendeur lui avait conseillé ça, lui, ça lui avait tapé dans l'œil. Et voilà, on a joué pendant des années et on s'est bien amusé et on a vécu des aventures extraordinaires. Donc, il est casé, il y a aussi un écran. Voilà, bon, c'est. Je vous laisse juger. C'est très old school, on voit quand même qu'on n'est pas dans du rendu pro. Avec toutes les tables plus ou moins nécessaires, hein. Globalement, voilà, le système fait que moi je me suis assez rarement servi de l'écran. Parce qu'il y a toute la phase en tout cas de voyage astral pour apprendre les sorts qui est dessus, plus on va dire les armes avec leur prix, etc. Ça c'est intéressant, les poisons. Il y a quand même, on va dire, les informations intéressantes et le schéma, comment dire, des plans aussi. Voilà. Donc c'est bien. Il y avait également un scénario avec. Donc le scénario c'est Prisonnier des rêves. Celui-là je ne l'ai jamais joué. Et donc
En clair, c'est vraiment un scénario supplémentaire aussi qui est vraiment hors campagne, hein, où justement les joueurs vont, si mes souvenirs sont bons, être prisonniers, comment dire, d'un rêve. Ça permet d'introduire des personnages même qui sont pas issus, qui sont pas encore rencontrés, qui sont pas encore ensemble. Ils vont devoir résoudre justement une intrigue liant justement une sorte de permissivité, on va dire, du plan justement, d'un des plans dans cette optique. Voilà, avec le bandeau en plus que j'ai gardé de présentation de l'écran. Oh. Voilà. Donc ça, pareil, ça valait donc 95 francs à l'époque. Je suis une Pierre Bellemare. La suite de la gamme. Ah bah il y avait encore un truc en plus. Oui, ça c'était le livre qui était accompagné avec la carte géographique. Je me souviens pas, je l'avais mis avec l'écran. Donc la carte géographique que je vous ai montré là, qui valait donc 59 francs. Et il y avait dedans un petit scénario. Voilà. Qui s'appelait justement le livre de Garmick. Pareil, c'est vraiment des petits scénarios de quelques pages. C'était bien quand même pour pouvoir... donc là, une histoire de démon voleur, d'après mes souvenirs. C'est des petits scénarios que moi je les ai jamais joués. Puisqu'on faisait nos scénars nous-mêmes ou alors on a joué la campagne. Alors, le premier supplément de la gamme, le prophète et le dragon. Donc là, aide de jeu sur les races qui n'avaient pas été décrites en détail, donc le Perron, qui est un bel enfoiré. On a eu un joueur Perron qui nous a pourri l'existence pendant des, on va dire des années, hein, Olivier, si tu me regardes. C'est pour toi celle-là. Le Branque, donc qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un Branque, mais voilà une créature avec une sorte de queue, un peu avec des traits félins. Le Véléide, qui lui est un humanoïde ailé. Pareil, on en a eu un à la table, ça foutait bien le bordel. Parce que ils ont des capacités magiques. Le Goblour, donc si vous voulez jouer, on va dire un Wookie, bah voilà, c'est à peu près ça. Aussi subtil qu'un Wookie. L'elfe aquatique, j'en ai eu un à la table, c'est plutôt sympathique. L'elfe noir, bah, un grand classique, voilà. Le demi-troll, pareil. Qu'est-ce qui nous a fait rire, Franck? Ça, c'est pour toi. Gork, le demi-troll. Voilà, c'est pareil, avec ses 15% en inté, qu'est-ce qui nous a fait rire? Qui savait compter jusqu'à 1, 2, beaucoup. Et voilà, et tout ce qui s'en suivait. Et des nouvelles classes de personnages. Prêtresse de Sorel, guerrier Huac. Donc le guerrier Huac, c'est un chasseur de monstres en fait, hein. Donc le Goblour guerrier Huac, on a connu le guerrier Athanor, donc qui lui voilà, est un ordre de chevalerie, on va dire, plutôt tourné vers une certaine forme d'équilibre malgré tout. Et l'aventurier qui est une classe un peu mixte. Donc on a des règles après sur les bateaux, la navigation, le combat en mer. On a la description donc du centre des Lécazés, donc avec l'empire d'Azaris, pareil, donc là c'est un gros empire d'enfoirés. Oui, mais là-dedans, il n'y a pas vraiment grand monde pas un pour relever l'autre. Kayan Kars, donc ça c'est le royaume des nains d'après mes souvenirs. La cité de la magie du royaume Vélide, puisque les Vélides, comme je le disais, sont évidemment des magiciens. La description de la cité de la magie, au nord, etc. Pour le maître du jeu, donc, des informations plus spécifiques sur le monde. Et donc, un petit point légende aussi, la légende des épées de cristal, qui permettait en fait d'une certaine manière, notre MJ y avait fait référence dans un de nos scénarios, parce que quand tu as un héros, comment dire, qui n'a pas terminé sa quête, en fait, voilà, il est à l'endroit où il meurt, ou du moins où on met sa tombe, il y a une épée de cristal qui va apparaître, et celui en fait qui va retirer l'épée de cristal va continuer sa quête. C'était une idée qui était pas idiote. Ce jeu en fait il est mal présenté, mais il y a plein d'idées pas idiotes du tout qui pourraient resservir dans pas mal de choses, sauf que voilà, on est juste un peu on pleure quoi, on saigne des yeux à cause de sa présentation qui est très old school, je le conçois. Il y en a plein qui vont pleurer, qui vont se dire et se rappeler qu'elle est casée, c'était pas génial, mais voilà, c'est la preuve, comme je vous ai dit, à tout jeu, on peut trouver des qualités et faire des choses excellentes avec.
Donc les joyaux étoiles, donc là le but c'est une campagne assez classique dans sa structure où le but c'est de retrouver tous les joyaux étoiles pour justement éviter que des forces plus ou moins obscures de part et d'autre, la loi du chaos du pendule essaye de les récupérer et risque de déclencher le 4, donc oui c'est le troisième Armageddon. Euh, et donc voilà, donc ils vont après avoir fait le scénario d'introduction dans le livre de base, être plus ou moins, on va dire, recruté par le conseil de Vermont et le sorcier rouge à la main blanche. Faut pas inverser. Et donc ils vont avoir des indices en fait, et ils vont devoir aller chercher les indices dans chacun des, euh, des, euh, des coins délécasés, justement. Donc là, c'est dans le tiers est et dans le tiers centre que ça va se passer, puisqu'ils sont déjà décrits dans les suppléments. C'est très classique. Moi, je trouve que voilà, pour avoir joué le tout début en tant que joueur, puis après, on va dire avoir refait la campagne, et donc j'ai joué toute cette partie-là qui permet de récupérer un seul joyau. Donc, bah, je trouve que voilà, je pense, je me envoie des fleurs, mais bon, après tout, j'ai le droit, hein, que j'en ai fait quelque chose de vraiment pas mal. Où on avait, même si c'était du Medfan extrêmement classique, on était malgré tout dans quelque chose de tout à fait correct de mon point de vue. Donc voilà, ça c'est la première partie de la campagne. Après, deuxième supplément, la magie. Où donc là on nous décrit tout, hein, toutes les différents types de magie, les plans, et tutti quanti. Donc là si vous avez vraiment la volonté de... Voilà, on nous décrit chaque plan en plus avec sa carte quand même. Il y a quand même une description géographique, plus on va dire le maître élémentaire de chacun de ces plans. Donc Caroline, le maître élémentaire de l'eau, Gardel, le maître élémentaire du feu, etc. Il y a quand même des illustrations pour chacun. Tout est décrit. Donc ça c'est bien. Des nouveaux, donc des serviteurs de magie, des nouvelles classes. Donc le chaman, le sorcier, la scalim, qui est une forme d'un sorcier particulier. La fameuse carte justement avec les tours de magie qui savoir à quel moment et dans quel ordre elles apparaissent sur le monde, sur le plan délécasé pour justement pouvoir les trouver. Voilà, donc d'ailleurs, je me souvenais dans la campagne, ils avaient trouvé un calendrier, enfin, oui, un calendrier où on voyait quels étaient les moments d'occurrence justement des tours de magie. Ça les avait bien aidés, surtout pour le mage du groupe. Enfin, c'est pas un mage, c'était un clerc, mais bon, ils apprennent les sorts à peu près de la même manière. Voilà, donc on nous décrit tout ça, des nouveaux sortilèges, ça y a de quoi faire. Après, pour chaque catégorie de magie, évidemment. Les nouvelles magies, donc il y a la magie des runes, évidemment, qui nous est présentée. Je l'ai jamais pratiquée, celle-ci, donc je peux pas en dire. La magie chamanique aussi, on nous décrit, évidemment, puisqu'il y a la classe, comment ça fonctionne. Voilà, et comment invoquer les esprits, etc. Avoir des liens avec la nature, blablabla. Blablabla. Le fameux Orcleaver, perso, j'ai eu du bol, il est devenu le parrain, comment dire, de son fils quand il a voulu se ranger, parce que bon, c'est un énorme boucher guerrier du chaos, gardien des enfers, de la mort qui tue, qui à un moment on a un peu ras-le-bol et qui dit moi je me retire. Non, c'est comme ça que ça s'était passé dans notre campagne. Les pierres, donc la magie des pierres pour les Ascalim, puisque donc leur magie est basée sur les gemmes, enfin les pierres. La sorcellerie du sorcier, avec les règles attenantes, les nouvelles entités, etc. Enfin bref, il y a plein de choses, hein. Et les dérivés de la magie. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses en plus à intégrer ou pas, hein, c'est fonction de vous. Voilà. Les différentes aventures aussi qu'on peut vivre dans les épreuves de la magie, les épreuves pour les 3e à 6e cercles, parce que donc on est en cercle, c'est des niveaux, hein, mais il y a des cercles de magie et des niveaux qui sont pas forcément, on va dire, en accord les uns avec les autres, parce on peut atteindre certains niveaux, mais pas forcément le cercle de magie correspondant, si mes souvenirs sont bons dans le système de jeu. Et voilà, et donc ça on va dire 110 pages. On a de quoi faire.
Et ce qui est intéressant après, c'est ombre et lumière. Voilà la suite de la campagne. Et donc, là, on a la description donc déjà de la région ouest d'Elekazé. Voilà, avec Azaris, l'empereur fou, dont on parlait avant, mais bon, voilà. Les fameux longs courriers. Donc il y a une grande caravane en fait, hein, sur des grosses bestioles qui traversent tous les casés. Plutôt intéressant. Voilà, je vous dis plein d'idées qui sont extrêmement intéressantes. Il y a un système de combat de masse, voilà, j'avoue, j'ai jamais utilisé. Description évidemment de plein de lieux mythiques et compagnie pour y mettre des scénarios. Donc là, c'est plein de petites choses en fait qui sont matière à scénario. Ensuite, le guerrier de la nuit, des détails, on va dire, sur les épreuves d'initiation donc du guerrier de la nuit, la vallée du crâne aussi pour enfin pour les chevalières du crâne, le gardien des enfers, la cité des Elfara, etc. On a plein de petits détails, plein de petits secrets en fait du MJ. Et enfin, à partir de la page 66, la deuxième partie de la campagne, Entre ombre et lumière, où donc là on vous propose tout simplement de retrouver le joyau de la lumière et de l'ombre évidemment. Ou donc là, j'avoue que mes PJ, quand je l'ai fait jouer, ça a plutôt rushé quoi quand même. Ils ont réussi à le trouver, voilà, à trouver assez facilement. Ils sont allés droit au but, on va dire. Mais ils ont été très malins. Ils avaient quand même passé énormément de temps sur la première partie, donc la deuxième partie a été beaucoup plus courte. Et malheureusement, j'ai pas pu jouer la suite de la campagne après celle-ci. Donc ils avaient quand même 3 joyaux. Et là, leur but après, c'était d'aller voir quelqu'un qui permettait de stocker les joyaux en fait pour qu'ils soient pas repérables et surtout que eux ils soient pas, on va dire quelque peu, comment dirais-je, imprégnés, comment dire, par la magie que dégagent justement ces fameux joyaux parce que ça peut finir par être dangereux. Le 4e supplément Armageddon, voilà, avec les auteurs, avec leurs jolies photos quand ils étaient tout petits. Donc voilà, avec une autre illustration donc, de Caroline, la maîtresse élémentaire de l'eau. Donc là, on nous décrit toutes les forces, en fait. Donc le chaos, la loi, la balance, euh, le pendule, justement, donc, qui était assez, pour l'instant, mystérieux, comment dire, dans la campagne. Donc là, on a vraiment toute la... Voilà, comment, on va dire, également être... plus ou moins influencé et les capacités que donne évidemment chacune de ces factions. Les dieux, donc la description des différents dieux. Donc Dieu tout d'abord, puisqu'il y a la religion catholique, comme je vous l'avais dit, du moins l'équivalent. Mistman, Odin, il y a la religion donc voilà, Saraérion, qui est le Sibyl, qui est une religion de la destinée, la religion de Crâne, de Sorel, la religion des orques également, donc le dieu des orques, Argak le puant, le dieu des nains aussi, Gurdren, etc. Donc voilà, on a vraiment tout. Le dieu des Soraniens aussi, donc Erkor. Donc c'est le dieu des barbares, hein, c'est un peu l'équivalent de Chrome, si vous voyez ce que je veux dire. Le diable et ses démons, donc on a des descriptions évidemment et les illustrations des fameux démons. Normalement, il doit y avoir après les entités sorcières, les troglodytes, bref, plein de choses. Et enfin, une fois on a donc la partie suivante de la campagne. Donc où là, on doit retrouver en fait le joyau des couleurs. Et donc le joyau des couleurs, il est séparé en plusieurs petits morceaux, en plusieurs éclats. Et donc il va falloir se bouger les fesses pour le retrouver. Et donc là, c'est l'objet vraiment de de toute cette partie. Au départ, et puis à chaque autre partie en fait, donc on commence par le joyau des couleurs et après on essaie évidemment de non, c'est pas le joyau des couleurs, je dis des bêtises puisque c'est le premier, le joyau des couleurs qu'on doit récupérer. Non, c'est on va dire les joyaux élémentaires, voilà. Donc on doit récupérer tous les morceaux qui sont des sortes de prismes en fait, donc des éclats pour reformer donc le joyau, l'ensemble des joyaux élémentaires. Voilà, c'est ça. Que je vais remettre dans l'ordre. Voilà. Et donc, alors la campagne,
pourrait on penser est fini, comment dire, avec Armageddon. Mais non, il y a un autre supplément assez surprenant qui est Terre, où donc là on nous décrit carrément un autre continent. Alors celui-là, je l'ai pas quasiment pas du tout utilisé parce que j'ai jamais eu dans la campagne, on n'y a jamais joué en fait. Le temps que ce dernier supplément sorte, donc ça c'était en quelle année? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était vraiment plus tardif dans les années 90. C'est 97, voilà. Donc en 97, on avait déjà, on va dire, poncé le jeu pendant quand même déjà depuis au moins 4 ans, si c'est pas plus. Donc voilà. Et là, on nous fait découvrir en fait un nouveau continent. Et la quête des joyaux étoiles continue, puisque dans Armageddon, on a eu que les joyaux élémentaires, donc il en manque encore quelques-uns. Et ben voilà, on a le quatrième donc volet de la campagne qui se passe donc sur ce nouveau continent qui s'appelle donc Sargen. Voilà. Donc là, celui-ci, je le connais pas à fond du tout. Je l'ai pas encore préparé puisque voilà. Et donc il y a quatrième, cinquième volet de la campagne. Je trouve que la mise en page, on voit quand même qu'il y a eu de l'amélioration. Je la trouve plus claire, plus honnête, plus voilà. Même les illustrations, je trouve qu'elles sont de meilleure qualité. C'est dommage hein, que ça se soit. Bon, à part certaines hein, qui sont pas terribles. Mais globalement, c'est quand même un peu plus facilement lisible, je trouve. Et avec des illustrations un peu meilleures. Bon, ça dépend lesquelles. Hein, parce qu'il y en a certaines, ça pique encore un peu les yeux. Voilà. Donc ça, c'est pour le dernier supplément de la gamme qui a rien eu après. De toute façon, la campagne, normalement, est finie hein, avec celui-ci d'après mes souvenirs. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter donc un jeu de cœur, vraiment qui restait encore un jeu de cœur. Voilà, je pense que j'espère peut-être dans un prochain avenir, je reprendrai la campagne. Il va falloir que je remanie complètement le groupe hein, parce que c'était un peu le bazar. Puis bah, il y a certains joueurs, malheureusement, bah, les aléas de la vie ont fait que bah, ils ne jouent plus avec nous, etc. Mais bon, normalement, il devrait y avoir possibilité de refaire quelque chose. Donc voilà, c'était pour vous présenter un vieux jeu des années 90 qui, voilà, moi, m'a émerveillé. Bon, faut quand même être clair que voilà, c'était surtout le MJ qui était merveilleux. Mais je pense qu'à mon avis, il aurait pu prendre n'importe quel jeu, il aurait pu en faire de l'or avec. Et ben voilà, c'est ça qui fait aussi la beauté du jeu de rôle et aussi, on va dire, la, la chose la plus incongrue, c'est qu'on peut avoir d'excellents moments sur des jeux extrêmement moyens, voire même mauvais. Enfin bon. Là, je dirais pas que le jeu est mauvais, on va dire à 100%. Il est juste très moyen, très old school. Il est pas, on va dire, il manque quelque chose, on va dire, voilà, il n'y a pas de système unifié, il n'y a pas de, voilà, il a plein de problèmes. Sa présentation évidemment est quelque peu médiocre et ses illustrations pas terribles, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même y trouver quelque chose de bon. On peut en faire quelque chose de bon et même si bon, de nos jours, jouer à les caser très sincèrement, ça n'a pas grand intérêt, surtout avec son système d'origine. Peut-être à la limite en le faisant une transcription et en utilisant la campagne, c'est peut-être intéressant d'y jouer. Je dis ça comme ça, voilà, avec le basic role-playing, genre avec un système comme celui justement de Elric ou équivalent, pour au moins jouer la campagne qui n'est pas si mauvaise que ça et qui, bon, pour une campagne main fan, peut, on va dire, avoir son intérêt, je trouve. Même si c'est très classique, ça permettrait au moins à des joueurs débutants de découvrir un univers malgré tout original, parce que bon, même s'il a plein d'influences qui sont assez visibles pour nous, qui sont des vieux rôlistes, il n'en reste pas moins qu'il a son originalité, même si bon, voilà, il n'est pas d'une logique. Voilà, on voit que c'est un peu fourre-tout, quoi, hein, qu'on a mis plein d'idées, parfois de bonnes idées, mais au milieu de plein d'idées qui sont un peu médiocres, un peu surranées. Bref, que dire de plus si ce n'est que voilà, c'est une partie de notre histoire du jeu de rôle. C'est un jeu de rôle français quand même, qui avait été fait probablement par des passionnés qui avaient les meilleures intentions du monde, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, on va dire, avec les moyens du bord pour essayer de faire le truc le plus pro possible. Et ça déjà, je pense qu'on peut
on peut quand même les louer, enfin en tout cas les remercier pour ça, et surtout pour les moments formidables qui, moi, m'ont offert, et à certains autres membres de notre équipe, où on a vraiment énormément rigolé, où on s'est vraiment bien amusé, on va dire, avec un jeu qui pourtant, voilà, aujourd'hui on miserait plus un cachou dessus, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était Magna Magister pour la deuxième vidéo de la semaine. Et les casés, ben voilà, au moins j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose qui n'est pas forcément un jeu, on va dire, dont on peut avoir vraiment, dont on peut être fier, mais en tout cas, je voulais vous dire et vous exprimer, on va dire, cette idée que voilà, on peut malgré tout passer d'excellents moments avec des jeux qui sont pas forcément extraordinaires, parce qu'on est avec voilà, le bon groupe, le bon MJ, au bon moment, et qu'on a envie de partager quelque chose ensemble. Et ça c'est très important, ça c'est l'idée importante. Et peut-être qu'il y a d'autres jeux aussi pas terribles que je vous présenterai comme ça, où je vous dirai la même chose. Mais voilà, celui-là me tenait particulièrement à cœur. Et en plus, c'est du Medfan, même si bon, voilà. C'est quand même un peu, un peu n'importe quoi. Voilà. Allez, c'était Magna Magister pour donc la revue de la gamme et les casés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!